Je suis là à la regarder, Delilah, la femme que je pensais connaître, la femme autour de laquelle j'ai construit ma vie. J'entends le bruit de ses mains fermant la valise Louis Vuitton que je lui ai achetée pour notre 10e anniversaire. C'est comme un écho sourd rebondissant sur les murs de cet endroit, cette maison dont je pensais qu'elle serait notre maison pour toujours. Son alliance en platine capte la lumière du matin et pendant un instant je ne peux pas en détourner les yeux. La lumière l'éclaire parfaitement et c'est presque comme si la bague se moquait de moi, reflétant tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que je lui ai donné. Elle retourne ses cheveux blond miel sur son épaule sans se soucier du monde. Elle est cool, détachée, comme si elle ne faisait que cocher des choses, une liste de choses à faire. Pas de larmes, pas de doute, pas même un regard sur moi, juste une femme exécutant son plan avec une précision chirurgicale. Vas-tu vraiment faire ça? Ma voix sort, Orsearo, comme si j'essayais de reprendre mon souffle qui refuse de venir. Mais c'est trop tard. Je sais que c'est trop tard. Elle ne répond pas, ne lève même pas la tête, elle vérifie juste son passeport, s'assure qu'il est en règle. Elle sait, nous savons tous les deux 15 ans, Delilah, 15 ans. Mais ma voix semble creuse, même à mes propres oreilles. Elle n'a jamais eu besoin de moi, pas vraiment, pas de la façon dont j'avais besoin d'elle. Je la regarde glisser ma carte Platinum d'entreprise dans le lecteur de carte de son téléphone. Je la regarde finaliser l'achat d'un billet de première classe pour Dubaï, mon argent, mon compte, mes 15 années d'épargne prudente, de travail tard le soir, de construction de cette vie pour nous, juste pour la voir s'effondrer à ses pieds. Elle ne bronche même pas quand elle parle. C'est pour une opportunité commerciale. Dit-elle. La vie coule de ses lèvres aussi facilement que si elle me disait qu'elle fait les courses. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Je sais qu'il n'y a pas de voyage d'affaires. Elle a déjà fait ses valises, elle a déjà pris sa décision. Tu vas vraiment partir comme ça? Je demande, même si je connais déjà la réponse. C'est comme ça que ça se termine? Delilah ne s'arrête même pas. Elle me lance juste ce regard cool et détaché. Je fais ce que je dois faire, Andrew, ce que tu ne pouvais pas me donner. Les mots coupaient comme une lame dentelée, désordonnée et déchiquetée. Ils ne me brisent pas seulement, ils détruisent tout ce que je pensais défendre. Je sais exactement qui elle va voir à Dubaï, Lorenzo Ortiz, l'entrepreneur visionnaire qu'elle a rencontré lors de ce séminaire, l'homme qui lui a tout promis, tout ce que je ne pouvais pas lui donner. Mais le problème, c'est qu'elle ne le sait pas. Je sais qu'elle ne se rend pas compte que sa trahison a été capturée dans un son sourd, toute la conversation, chaque mot, chaque plan murmuré, sauvegardé sur un stockage cloud sécurisé déjà examiné par les autorités intéressées par les entreprises commerciales de Lorenzo. Je pourrais dire quelque chose, je pourrais crier, supplier, essayer de la culpabiliser, mais je ne le fais pas. Je la regarde simplement vérifier ses dernières affaires, m'assurant que tout est en place. Ne vous embêtez pas, dit-elle, comme si elle savait ce que je pense. Je ne reviendrai pas. Mes mains tremblent, mais je ne fais aucun geste pour l'arrêter. Je ne peux pas. Au lieu de cela, je recule, ravalant le signe de tête dans ma gorge. Prends soin de toi, alors dis-je doucement, sans croiser son regard. Elle s'arrête devant la porte, une lueur d'attente dans le regard. Elle attend une scène de confrontation qu'elle pense que je vais lui donner, des larmes, du désespoir, peut-être même de la violence. Mais je ne lui donne rien. Après un moment de déception visible face à mon stoïcisme, Delilah fait passer ses bagages par la porte d'entrée. Ses yeux se tournent vers moi pendant une fraction de seconde, cherchant une réaction. Peut-être qu'elle espère de la colère, quelque chose, mais je reste là. Le silence entre nous dure plus longtemps que prévu. L'Uber est là, dit-elle d'une voix froide et plate. N'attendez pas. La porte se ferme derrière elle avec un léger clic et je ne pense pas avoir jamais entendu un son plus définitif que celui-là. Pas un chelem, juste une finalité. Je m'appelle Andrew Foster, 41 ans. Ingénieur civil spécialisé dans la sécurité des infrastructures et la gestion de projets municipaux. Pas le genre de travail qui fait la une des journaux ou crée des milliardaires, mais stable, respectable et nécessaire. Je conçois des ponts qui ne s'effondrent pas, des bâtiments qui résistent aux tremblements de terre. Je crée des fondations auxquelles les gens ont confiance sans avoir à y penser. Je pensais avoir construit mon mariage sur les mêmes principes.
Notre maison est un modeste colonial de 4 chambres dans un bon district scolaire du Connecticut. Nous avons racheté sa pensée aux enfants qui ne sont jamais venus. Delilah a d'abord blâmé les problèmes de fertilité, puis mon horaire de travail, puis finalement, elle a admis qu'elle n'était pas prête à sacrifier sa silhouette et sa liberté. J'ai accepté cela, comme j'ai accepté la plupart des choses, peut-être trop de choses. Maintenant, je suis assise seule dans notre cuisine à regarder les comptoirs en marbre coûteux dont elle a insisté pour que nous ayons besoin lors de la rénovation de l'année dernière. Sur l'écran de mon ordinateur portable, des alertes bancaires en temps réel apparaissent. Les chiffres brillent comme un feu dans le noir de mes pensées, 12 450 $ facturés à Dubaï, hors taxe. 4 975 $ chez Gucci à l'aéroport. 750 $ pour le transport de l'aéroport jusqu'au Burj Al Arab. Je prends une capture d'écran de chaque preuve de transaction. Ça y est, la preuve. Je n'ai jamais voulu, mais la voici, la réalité. Je ne pouvais plus ignorer. Mon téléphone sonne avec une notification, un message de Delilah. Elle est sur Instagram, bien sûr, sa flûte à champagne, parfaitement tenue dans sa main manucurée, l'horizon de Dubaï s'étendant derrière elle au loin. La légende dit, nouveau départ, vivre enfin la vie que je mérite. Je tape comme je commente, prends soin de toi, bébé, profite de chaque minute. Mes doigts bougent sans réfléchir, mon visage est un masque, mon cœur est un désordre irrégulier en dessous. Ensuite, mon système de surveillance émet une alerte. L'un des enregistreurs dans son sac d'ordinateur portable a été activé. J'entends le clic dans mon oreille, le léger bourdonnement dans le calme de ma cuisine et je branche mes écouteurs. J'écoute. Bébé, je suis là. La voix de Delilah résonne clairement et traverse le calme de la pièce. L'hôtel est fou. Tu devrais voir la salle de bain. C'est plus grand que tout le triste bureau d'Andrew. Son rire fait suite à un son aigu et cruel, comme celui de clous. Grattant. Mon crâne. J'ai l'impression d'avoir des aiguilles sous ma peau. Ces mots flottent dans l'air, me tranchent, déchirent les restes de cette relation qui reste encore. Il ne s'est même pas battu quand je suis partie. Continue-t-elle, sa voix ruisselante de dédain, il est resté là comme un robot stupide et pathétique. Une pause. Non, il n'a aucune idée de nous ni des comptes, dit-elle, son ton débordant de confiance. Croyez-moi, il ne vérifie jamais rien au-delà de son précieux fonds de retraite. Quand peux-tu arriver ici? Tu me manques tellement. Je sens mon estomac se retourner pendant que je sauvegarde l'enregistrement. J'ai ajouté au fichier. Une preuve de plus dans un réseau de mensonges. Mes mains ne tremblent plus quand je fais ça. Ils l'ont fait en premier quand j'ai trouvé les SMS, quand j'ai découvert les frais de carte de crédit pour les chambres d'hôtel en ville, quand je l'ai entendu pour la première fois murmurer « je t'aime » à quelqu'un d'autre sur notre téléphone fixe alors que je travaillais soi-disant tard. Je suis assis là, l'écran vacille devant moi. J'entends le son de son rire à nouveau et j'avale difficilement, me forçant à surmonter la douleur. Puis mon téléphone sonne, brisant le brouillard de mes pensées. Je jette un coup d'œil à l'identification de l'appelant, je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Il sait exactement qui je suis. Nous nous connaissons depuis des années, je réponds, essayant de garder ma voix stable. J'entends le sérieux de son ton, le poids de tout ce qu'il s'apprête à dire. Mon ventre se serre. Ouais, je suis assis, le matériel que tu as envoyé. Wesley fait une pause, sa voix baissant encore plus bas. Nous aurons besoin que vous veniez demain. Apportez tout ce que vous avez. C'est plus grand que vous ne le pensez. Je me penche en avant, mon cœur battant la chamade. Combien plus gros, je demande, même si je sais qu'il est sur le point de me frapper avec quelque chose auquel je ne suis pas préparée. Mais j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de l'entendre. Wesley n'hésite pas. Combien plus gros? Fait-il écho, puis répond d'une manière qui me glace le sang. Plus grand que tu ne le penses, Andrew, fais-moi confiance. Ce type que ta femme voit. Il est sur notre radar depuis près de 2 ans. Dit Wesley, d'une voix ferme mais urgente. Nous avons chargé un groupe de travail du FBI de travailler sur son dossier, mais il nous manque des preuves directes. Ce que vous nous avez envoyé pourrait être exactement ce dont nous avons besoin.
Je me redresse, mes yeux se plissent et mon esprit s'inquiète alors que je traite ce qu'il me dit. Preuve manquante, je demande, ayant besoin de plus de clarté. Tu penses que Lorenzo est impliqué dans quelque chose d'aussi gros? C'est exact. Répond Wesley, son ton se durcissant. Il fait l'objet d'une enquête depuis un moment, mais ce sont les éléments que vous nous avez donnés, ce que vous avez découvert, qui nous permettent de faire une véritable avancée. Le bâtiment fédéral de New York ressemble à une forteresse lorsque je me promène dans ces salles de béton froides et imposantes. Tout est conçu pour vous rappeler le poids de la loi. Je suis escorté dans un couloir stérile et dans une salle de conférence où Wesley attend déjà. 2 agents du FBI se tiennent à côté et il y a aussi un procureur du bureau du procureur américain, ses yeux scrutant la pièce comme si elle était prête à se plonger dans n'importe quelle affaire sur la table. Monsieur Foster, dit l'un des agents en tendant la main, je suis l'agent spécial Brooklyn Sanders. Merci d'avoir porté cela à notre attention. Je lui serre la main, l'échange formel rendant tout encore plus réel. Ce n'est plus une trahison personnelle. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Je pose mon disque dur externe sur la table devant moi et je sens les yeux sur moi pendant que je le fais. Tout est là, dis-je en essayant de calmer ma voix, enregistrements vocaux, relevés bancaires, email. J'ai pu récupérer des photos avec des horodatages. Je ne sais pas exactement ce que vous recherchez, mais tout est là. Lorenzo Ortiz, le nom me vient encore à l'esprit comme une marque. L'homme que Dalila a choisi à ma place. Avant que je puisse en dire plus. Un autre agent, un gars plus âgé, l'expression tendue, l'interrompt. Il fait glisser vers moi un dossier au contenu lourd, à la fois physiquement et métaphoriquement. Nous montons un dossier contre lui depuis 18 mois. Dit l'agent, la voix coupée, blanchiment d'argent international, fraude électronique, fraude en valeurs mobilières. Une estimation prudente évalue ces opérations à environ 40 millions de dollars, transitant par des sociétés écrans à Dubaï, à Singapour et aux îles Caïmans. Je regarde le dossier, la gorge sèche. 40 millions de dollars, ça ne semble pas réel. Mais le voici, exposé devant moi, et je tiens ici la clé de quelque chose dont je n'avais aucune idée qu'il allait si loin. Lorenzo ne jouait pas seulement contre moi. Il jouait à un jeu bien plus important, qui implique des milliards de dollars, des réseaux internationaux et Dieu sait quoi d'autre. Je jette un coup d'œil à Wesley. Alors ça, tout ça? C'est plus gros que je pensais. J'ouvre le dossier et la photo de Lorenzo me regarde. Il ressemble exactement à ce que j'imaginais, bronzé, confiant, avec des dents parfaites et un dos lisse, des cheveux foncés. Un homme qui sait regarder. La partie à côté de sa photo se trouve un organigramme complexe d'entreprises et de transactions, leurs connexions s'étendant sur la page comme une toile d'araignée. La voix de l'agent Sanders me fait reculer. Ce qui nous manque, poursuit-elle, ce sont des preuves concrètes le liant directement aux opérations. Il est prudent, utilise des intermédiaires, des communications cryptées, garde les mains propres. Wesley se penche en avant, ses yeux parcourant les documents devant lui jusqu'à ta femme. Il ajoute que vos enregistrements le capturent en train de discuter explicitement du transfert de fonds à l'étranger pour éviter l'impôt. Il évoque des comptes spécifiques, des méthodes de transfert, voire des contacts dans les banques. C'est la preuve irréfutable que nous attendions. Un frisson me parcourt le dos. Mon esprit est encore sous le choc, essayant de reconstituer tout ce que je viens d'apprendre, tout ce que j'ai vu. J'avale difficilement, la gorge serrée. Et Dalila? Je demande, ma voix étonnamment ferme, presque détachée. Ma femme, les agents, échangent des regards. Il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit, c'est écrit sur leur visage. Le procureur, une femme sévère aux cheveux gris acier, prend la parole pour la première fois. Ses mots sont directs, cliniques, basés sur ce que nous avons entendu. Elle dit qu'elle est également impliquée dans la complicité de complots en vue de commettre une fraude, potentiellement un vol d'identité, étant donné son utilisation de vos comptes d'entreprise. Sans autorisation. Je ressens une vive piqûre au fond de la gorge. J'essaie de me calmer, de garder mon sang-froid. Permettez-moi d'être clair sur la carte de crédit. Dis-je d'une voix tendue mais contrôlée. Notre accord a toujours été que ma carte d'entreprise était strictement réservée à mes dépenses professionnelles.
Mon entreprise exige une documentation signée pour tout utilisateur autorisé, ce que je ne lui ai jamais fourni. Je peux sentir le poids de ces mots lorsqu'ils flottent dans les airs. J'ai des emails dans lesquels elle reconnaît cette politique. Je continue. Et la carte a été utilisée exclusivement pour son voyage à Dubaï avec Ortiz, sans aucune fin commerciale légitime. L'agent Sanders hoche la tête, prenant en compte l'information. C'est utile. La fraude par carte d'entreprise est simple à poursuivre en justice en raison de la trace écrite claire et des politiques explicites de l'entreprise. Un engourdissement m'envahit, pas de satisfaction, pas encore, mais quelque chose de plus froid, de plus clinique. Une partie de moi veut ressentir quelque chose, n'importe quoi, mais tout ce que je peux ressentir c'est le poids de ce qui arrive. Qu'est-ce que tu as besoin de moi ? Je demande les mots qui sortent de ma bouche avec un sentiment de détachement mécanique. J'essaie de rester calme, j'essaie de tenir le coup, mais la colère qui bouillonne à l'intérieur est difficile à réprimer. Continuez à agir normalement. Ne la confrontez pas, ne l'alertez pas, laissez elle et Ortiz penser que tout se déroule comme prévu. La voix de Wesley est ferme et déterminée. J'acquiesce, les instructions sont claires. Ils devraient revenir séparément. Elle atterrira à JFK le 27. Il la suit le lendemain matin. Nous aurons des équipes qui les attendront tous les deux. Je ne peux m'empêcher de l'imaginer, Delilah franchissant la douane, si confiante, si inconsciente que tout est sur le point de s'effondrer. Et en échange, le procureur ajoute en faisant glisser un document sur la table, immunité totale pour toute implication périphérique. Mais d'après ce qu'on peut dire, vous êtes strictement une victime. Ici, elle arrête ses yeux perçants sur moi, potentiel de restitution des fonds volés et notre assistance pour toute procédure civile que vous souhaitez engager. Ensuite, sans réfléchir, j'ai signé le document. Il n'y a aucune hésitation. 5 ans de mariage, 5 ans de confiance et tout a mené à ça. Un morceau de papier est la seule chose qui permet de quantifier tout ce qui s'est passé. Je me souviens qu'il y a 5 ans, j'étais allongé sur le hamac de la maison au bord du lac des parents de Delilah. L'air était épais, avec l'odeur du barbecue et de la crème solaire, le bruit des rires et des tintements de verre flottant sur le pont. La tête de Delilah reposait sur ma poitrine et pendant un instant, le monde me parut parfait. « Tu sais ce que j'aime chez toi, Andrew, dit-elle d'une voix douce, contre la douce brise d'été. J'ai passé mes doigts dans ses cheveux, respirant la chaleur paresseuse de l'après-midi. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, ma main posée sur son dos. Tu es solide, dit-elle d'un ton plein d'admiration. Pendant que tout le monde suit les tendances et s'épuise, vous construisez quelque chose de réel. J'ai souri, me sentant fière, ayant l'impression que le monde était à ma portée. J'essaie. Elle leva la tête, se redressant pour pouvoir me regarder dans les yeux. Ses yeux étaient chaleureux et j'avais l'impression d'être chez moi. Tu es assez solide. Dit-elle, sa voix teintée d'un soupçon de quelque chose de vulnérable. Mais parfois, je me demande si tu t'ennuies avec moi, ris-je en repoussant une mèche de cheveux de son visage. Je m'ennuie, pas aucune chance. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Elle m'étudia un peu plus sérieusement que d'habitude. Ne soyez pas ridicule. Lorenzo, de mon cours de yoga, conduit une Maserati et ne peut pas se taire sur ses investissements en cryptographie. Mais tu sais ce que sa femme m'a dit. Elle fit une pause, puis se pencha plus près, son doigt traçant ma mâchoire. Il prend des médicaments contre l'anxiété et des somnifères. Il est malheureux. Je fronçai les sourcils, ne sachant pas où cela allait me mener. Je n'aurais jamais pensé me comparer à Lorenzo. Elle sourit doucement en secouant la tête. Je ne te compare pas à lui, je te le dis. Je préfère ton bonheur constant à sa misère éclatante de tous les jours. Ces paroles restaient dans l'air et je la croyais. Je voulais la croire parce qu'à ce moment-là, elle semblait si certaine, si sûre que ce que nous avions était réel. Plus tard dans la nuit, nous faisons l'amour lentement, délibérément, comme si nous essayions de capturer un instant fugace qui nous échappe déjà entre les doigts. C'est intime, presque sacré, et je me laisse perdre dans la proximité, dans la chaleur de sa peau. Ensuite, elle s'appuie contre moi, son souffle doux dans mon oreille. Promesse que nous serons toujours honnêtes l'un envers l'autre. Murmure-t-elle, sa voix étant remplie de quelque chose que je n'arrive pas à situer,
l'espoir, la culpabilité. Je promets de prononcer les mots sans hésiter. Pas de secret entre nous. À l'époque, je le pensais. Je l'ai cru. Je croyais que nous pouvions encore nous accrocher à l'idée que tout entre nous était pur, incassable. 3 ans plus tôt, la tension en cuisine était palpable. Delila faisait les 100 pas, sa frustration évidente. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas nous le permettre, dit-elle en désignant la brochure du complexe hôtelier de luxe des Maldives. Le papier glacé capte la lumière d'une manière qui la fait paraître encore plus hors de portée. 25 000 $ pour 2 semaines, ce n'est pas déraisonnable pour notre anniversaire. Ajoute-t-elle, comme si ça allait tout changer. Je soupire en me frottant la tempe alors que j'essaie de m'expliquer une fois de plus. Ce n'est pas que nous ne pouvons techniquement pas nous le permettre, dis-je d'une voix ferme, mais mon patient est maigre. C'est qu'il est financièrement irresponsable d'essayer de maximiser nos cotisations de retraite et d'économiser pour d'éventuels traitements de fertilité. Ses yeux brillent d'irritation. Mon Dieu, tu es tellement ennuyeux. Parfois, elle claque la main sur le comptoir, le son résonnant dans la cuisine silencieuse. C'est toujours l'avenir avec toi. Et maintenant ? Et si on vivait ? Je ressens un pincement au cœur de quelque chose dans ma poitrine. Pas vraiment de suspicion, mais un malaise, Van, je pense. Mais je ne le dis pas à voix haute. J'essaie de garder les pieds sur terre, de ne pas céder à la frustration grandissante. Nous sommes allés en France l'année dernière. Dis-je en essayant de faire valoir mon point de vue, mais elle ne l'entend pas. Nous ne vivons pas exactement comme des ermites. Cathy et Ben vont à Maldes, elle riposte et les Smiths y sont allés le mois dernier. Je prends une profonde inspiration en soutenant son regard. Nous ne sommes pas eux. Je dis doucement. Nous faisons des choix différents. Je vois ses épaules s'affaisser légèrement, mais je sais que ce n'est pas fini. Plus tard, je l'entends au téléphone et c'est comme si quelqu'un m'avait donné un coup de pied dans le ventre. Il ne comprend tout simplement pas, dit-elle, sa voix à peine audible à travers les murs minces. J'ai parfois l'impression d'étouffer. Non, bien sûr que je l'aime. Je me fige. C'est à ce moment-là que je ressens cette sensation rampante, l'impression que les choses s'éloignent, et je m'éloigne avant de pouvoir en entendre davantage, me disant que c'est juste de la frustration qui parle. Mais au fond, je sais que quelque chose a changé. Durant 2 semaines je joue parfaitement le rôle du mari abandonné. Je publie des mises à jour de statuts vagues et légèrement mélancoliques, en espérant que personne ne verra clair dans mon acte. Je dis à mes collègues que ma femme est en voyage d'affaires. Je lui envoie des SMS pour lui demander comment se déroulent ses réunions, même si je sais qu'elle n'est pas exactement là où elle dit être. Pendant ce temps, je regarde. Je la regarde à travers les réseaux sociaux alors qu'elle vit sa vie fantastique, fête sur le yacht, safari dans le désert, virée shopping dans les boutiques de créateurs du Dubaï Mall. Dans presque toutes les images, Lorenzo se cache en arrière-plan. Son bras est possessif autour de sa taille, sa montre ostentatoire brillant sous le soleil du Moyen-Orient. La douleur dans ma poitrine s'accentue à chaque fois que je vois un nouveau message, à chaque fois que je le vois avec elle. Je me déteste de regarder, mais je ne peux pas m'arrêter. Chaque nuit, je télécharge ces nouveaux messages, j'extrais les données de localisation et je les transmets à l'agence Anders. Je fais ce qu'il faut, me dis-je. Je rassemble des preuves, je défends l'affaire, je protège ce qui reste de ma dignité. Mais une partie de moi se sent malade à chaque clic de souris. Chaque matin, je me réveille avec de nouvelles alertes concernant les frais sur mes comptes. Les dispositifs de surveillance continuent de transmettre et, lorsqu'ils sont activés, je les entends, Delila et Ortiz, planifier leur avenir. C'est comme écouter une conversation de quelqu'un que je connaissais, une version de Dalila qui semble si éloignée de la femme que je pensais aimer. Une fois que tout sera transféré, nous clôturerons les comptes américains. Ortiz dit d'une voix douce et calculée, votre mari ne pourra rien retrouver. Et la maison ? Delila demande, c'est à nos 2 noms. Vendez-le, prenez votre moitié. Ortiz répond qu'il ne saura jamais pour les comptes offshore. J'avale difficilement, mais ce n'est rien comparé à la colère que je ressens lorsque j'entends la réponse de Delila. Je me sens un peu mal à propos du fonds de retraite, admet-elle presque avec nostalgie.
Il économisait bien avant notre rencontre avec Babe. Ortiz rejette son inquiétude en riant. C'est un perdant qui a gâché tes meilleures années. Considérez cette compensation. Je transmets tout, chaque putain de mot, chaque accusation, chaque plan pour détruire la vie que je pensais construire. Ils n'ont aucune idée de ce que j'ai rassemblé, aucune idée de la façon dont leur monde est sur le point de s'effondrer. La veille de son retour, je reçois un appel de l'agent Sanders. Nous sommes tous prêts pour demain. Elle dit que les douanes la retiendront immédiatement. Idem pour Ortiz le lendemain. J'ai compris? Dis-je d'une voix ferme. À quoi dois-je m'attendre? Tu devrais te préparer. Prévient-elle. Cela pourrait faire la une des journaux. Je sais que ça arrive. Je le sais depuis des semaines, mais l'entendre le dire à voix haute me fait toujours vibrer. Je raccroche la main en m'attardant sur le téléphone tout en regardant par la fenêtre. Je me tiens devant le miroir de la salle de bain. J'ai perdu du poids ces dernières semaines. Mes yeux ont une dureté que je ne reconnais pas, comme s'ils avaient trop vu. J'essaie de trouver un peu de chagrin dans mon reflet, un signe que je pleure les 15 années de mariage qui sont sur le point de s'effondrer, mais il n'y a rien. Juste une résolution calme et froide. Je ne me sens pas triste, je ne me sens pas en colère, je me sens juste vide. Je dors profondément cette nuit-là pour la première fois depuis des mois. L'appel téléphonique arrive à 16h38 le lendemain, exactement au moment où l'agent Sanders a annoncé que le vol de Delilah arriverait. Andrew, sa voix est aiguë, paniquée. J'entends l'agitation en arrière-plan, le faible écho des voix, les portes qui s'ouvrent et se ferment. Que se passe-t-il, je demande, inquiet. J'ai répété ce moment 1000 fois dans ma tête. Je passais la douane et j'ai été amené au contrôle secondaire. Elle allait. Ensuite, ces agents se sont présentés avec un mandat. Ils m'interrogent depuis des heures sur les délits financiers. Ils disent que j'ai utilisé votre carte d'entreprise frauduleusement et qu'il y a des preuves que j'ai été impliqué dans une sorte de stratagème de blanchiment d'argent avec Lorenzo. Vous devez leur dire que c'est un malentendu. Un malentendu, je répète, ma voix tombant sur un ton calme, presque réconfortant. Delilah, je ne sais pas de quoi tu parles. Cela semble sérieux, s'il vous plaît, Andrew. Le FBI est là. Il parle de porter plainte. Cela semble sérieux. La voix de Delilah tremble et j'y entends la peur. Mais j'ai suffisamment entendu parler de ces mensonges pour reconnaître la panique pour ce qu'elle est, une tentative désespérée de se sauver. Je dis d'une voix égale, où vous emmène-t-il? Dans un centre de détention fédéral? Il ne me laisse pas partir. Andrew, s'il vous plaît. Je peux tout expliquer. Dites-leur simplement que j'avais votre permission. Sa voix se brise, suppliante. Une voix masculine l'interrompt en arrière-plan. J'entends Delilah, sa voix s'élevant. C'est mon mari. Il vérifiera. Une nouvelle voix entre en ligne, plus douce et plus froide. Monsieur Foster, ici les douanes et la protection des frontières. Votre femme est détenue parce qu'elle est soupçonnée de plusieurs infractions fédérales. Elle vous a demandé comme contact d'urgence. Je comprends. Je réponds, ma voix ferme, ne trahissant aucune trace de la tourmente que je devrais ressentir, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir vérifier. Elle avait la permission d'utiliser mes comptes d'entreprise. En fait, j'ai déposé des rapports auprès de mon entreprise et des émetteurs de cartes de crédit indiquant que ces transactions n'étaient pas autorisées. Silence à l'autre bout du fil. Puis, faiblement, j'entends la voix tendue de Delilah. Que dit-il? Je continue sans broncher. De plus, je crois qu'elle voyage avec des biens volés, des objets achetés avec mes fonds sans mon consentement. J'aimerais que ceci soit catalogué et conservé comme preuve, s'il vous plaît. Je peux l'entendre. Crier. Maintenant, le son de son désespoir traversant le téléphone. Mon estomac se retourne, mais je le repousse. J'ai fini. L'agent revient en ligne, d'une voix professionnelle. Nous aurons besoin que vous fassiez une déclaration officielle. Je serai là dans l'heure. Je dis mes mots avec netteté. Avant de raccrocher. J'entends une dernière fois la voix de Delilah crier mon nom. C'est creux à mes oreilles maintenant. Juste un autre appel à l'aide. Ça ne veut plus rien dire pour moi.
Je me sers un verre de whisky et m'assois dans l'obscurité croissante de notre salon. Il ne s'agit pas de célébrer, ni même de réfléchir. C'est juste pour reconnaître le moment où 15 ans de confiance ont enfin atteint leur coût calculé. Le centre de détention fédéral sent le nettoyage industriel et le désespoir, le genre d'endroit où la vie des gens est engloutie entière, où l'on peut presque sentir les murs se refermer sur soi. Ce n'est pas un lieu de rédemption, juste un lieu de jugement. Je suis conduit dans la salle d'entretien où l'agent Sanders s'attend avec un autre agent. Elle me regarde avec un bref signe de tête puis dit, « Monsieur Ortiz a été arrêté ce matin. » Il demande déjà un accord. Elle fait une pause puis ajoute, « Votre femme est en train de traiter. Elle exige de vous parler. » J'acquiesce, je suis prêt. Il l'amène vêtue d'une combinaison de détention bleu marine, son maquillage est taché, ses vêtements de marque remplacés par des basiques émis par le gouvernement. Le bracelet tennis en diamant que je lui ai offert pour notre anniversaire a disparu, confisqué comme preuve potentielle. Quand elle me voit, ses yeux passent de l'espoir à la fureur en un instant. « Tu as fait ça, siffle-t-elle. Vous m'avez piégé. » Je pose mes mains à plat sur la table entre nous, ferme et inébranlable. « Non, Delilah, tu as fait ça, je me suis juste assuré que tu ne pouvais pas t'en sortir. » Elle reste là, la bouche ouverte et fermée, s'envoie un instant, puis crache, « C'est fou. Nous sommes mariés, je la corrige, la voix, les yeux froids. Mon avocat a demandé le divorce ce matin. Motif d'adultère et de fraude financière. » Son visage se déforme. La réalité la frappe comme un coup de poing dans le ventre. Elle réessaie, d'une voix désespérée, « Andrew, s'il te plaît, nous pouvons résoudre ce problème. Quoi que tu penses savoir sur Lorenzo et moi, je sais tout. » Je l'interromps, ma voix toujours d'un calme troublant. Chaque conversation dans notre chambre à propos de tes projets, chaque appel de notre salon à ton petit ami, chaque message envoyé depuis des appareils pour lesquels j'ai payé planifie de voler ce que j'ai passé 15 ans à construire. Je me penche légèrement. Je sais tout. La reconnaissance se lève dans ses yeux. Vous nous enregistriez ? Demande-t-elle, la voix tremblante. Je souris presque, mais à la place je dis pas dans le Connecticut, pas chez nous et pas quand je possède les appareils. Je fais une pause pendant un moment. Le Connecticut est un État à consentement unique pour les enregistrements. Et comme ceux-ci ont été réalisés dans notre résidence commune, où j'ai une attente raisonnable en matière de vie privée, ils sont admissibles. Je pousse un dossier sur la table. Voici la lettre d'avis juridique préparée par mon avocat avant que je commence à rassembler des preuves. Le procureur fédéral a déjà examiné et confirmé la recevabilité de tout ce que j'ai collecté. Elle se fige en regardant le dossier. Puis elle tente une approche différente, la voix cassante, les larmes aux yeux. 15 ans, Andrew, ne le jette pas une erreur, je me suis penché en avant, la voix dure. Une erreur, vous vidiez systématiquement nos comptes. Vous aviez l'intention de vendre notre maison sous mes ordres. Vous calculiez comment maximiser ce que vous pouviez prendre. Je laisse le silence s'étendre un instant. Puis ajouter, vous avez dit que je ne valais rien, mais il s'avère que je suis la raison pour laquelle vous dormirez sur du béton pendant les 10 prochaines années. Son masque glisse complètement. Espèce de salaud pathétique et vindicatif. Crache-t-elle d'une voix tremblante de rage. Tu penses que quelqu'un voudra de toi après ça ? Tu penses que ruiner ma vie rendra la tienne meilleure ? Je me tiens droit et redresse ma veste. La différence entre nous, Delilah, c'est que je n'ai jamais eu besoin de quelqu'un d'autre pour me faire sentir utile. Je la regarde dans les yeux, ma voix ferme et contrôlée. Vous voudrez peut-être commencer à comprendre cela pendant votre séjour à l'intérieur. Alors que je me tourne pour partir, elle m'appelle, sa voix désespérée. Je vais me battre contre ça. Lorenzo a des relations puissantes à la porte. Je fais une pause, laissant ces mots rester en suspens pendant un moment. Puis, avec une tranquille satisfaction, je réponds, Lorenzo aura de la chance d'éviter 20 ans. D'ailleurs, sa femme a découvert pour toi. Elle a déjà demandé le divorce et la garde complète. Ses comptes sont gelés. Ses puissants contacts concluent actuellement des accords pour témoigner contre lui. Je me penche et ajoute légèrement juste assez de poids aux mots. Ces comptes offshore que vous avez planifiés.
Ils sont saisis au moment où nous parlons. Même votre petite virée shopping à Dubaï est cataloguée pour restitution. Son visage devient complètement blanc. Elle ne dit rien, elle me regarde juste sans voix. Au revoir, Dalila. La procédure de divorce commence immédiatement, mais s'éternise pendant 11 mois en raison des tentatives de Dalila de retarder sa détention. Mon avocat demande une ordonnance d'urgence du tribunal gelant nos actifs communs sur la base de l'acte d'accusation fédéral que le juge accorde en quelques jours. Avec ses avoirs gelés et ses frais juridiques croissants, Dalila finit par accepter un divorce non contesté. La juge est antipathique à ses revendications de droit à nos biens matrimoniaux, en particulier avec les preuves documentées de ses projets de vider nos comptes. Le tribunal considère que la conduite du prévenu constitue une faute financière extraordinaire, justifiant une répartition inégale des biens matrimoniaux. Lis le jugement final. Mon procès civil pour vol d'identité et détournement de fonds avance parallèlement au procès fédéral, bien qu'à un rythme plus lent. Ces achats coûteux à Dubaï sont répertoriés par le FBI et conservés comme preuve tout au long du procès. Les biens de Dalila sont progressivement restitués à titre de restitution partielle après sa condamnation. L'empire de Lorenzo Ortiz s'effondre en 6 mois. À mesure que l'enquête s'élargit, de plus en plus de ses victimes se manifestent, des investisseurs, il a escroqué ses partenaires, il a trahi sa femme. Un chirurgien pédiatrique, ignorant ses méfaits financiers ou lorenzoïques, demande le divorce quelques semaines après son arrestation et obtient la garde complète de leurs enfants. Ses avoirs la Maserati, le Pantouse, le yacht, les comptes offshore sont systématiquement gelés et saisis. Sa réputation dans les milieux d'affaires est totalement détruite. 18 mois après leur arrestation, Dalila et Lorenzo acceptent des accords de plaidoyer pour éviter des peines plus longues. Elle écope de 8 ans de prison pour fraude, complot et usurpation d'identité. Lorenzo en obtient 15 pour sa plus grande exploitation. Je vends notre maison. Trop de souvenirs, trop d'enregistrements de trahison incrustés dans ses murs. Les capitaux propres, combinés au jugement de mon action civile, fournissent suffisamment de capital pour repartir à zéro. Je lance une petite société de promotion immobilière axée sur des projets de logements abordables. Je trouve de la satisfaction à construire des maisons pour des personnes qui apprécient la stabilité et valorisent un travail honnête. L'ironie ne m'échappe pas. 2 ans plus tard, je suis assis en face d'Athéna dans un petit restaurant italien. Elle est architecte paysagiste. J'ai rencontré un projet mutuel, intelligent, direct et rafraîchissant. C'est donc toute l'histoire triée. Je conclus après avoir finalement partagé les détails de l'effondrement de mon mariage. Je comprends si c'est trop de bagages. Elle prend une gorgée réfléchie de son vin. Cela a dû être dévastateur. C'était, je reconnais, mais étrangement pas dans la façon dont je m'attendais. Cela ne la perdait pas qui faisait le plus mal. C'était réalisant que la personne que je pensais que je connaissais n'existait jamais. Que s'est-il passé avec elle? Athéna demande, elle purge toujours sa phrase. Je réponds. Elle écrit, alternant parfois entre me blâmer et mendier de l'aide. Je ne réponds pas plus loin, juste haussement d'épaules. La vie continue. Vous ne semblez pas la mère, observe-t-elle. Je ne suis plus. Je m'arrête. L'amertume nécessite un investissement émotionnel continu. Je préfère investir dans la construction de quelque chose de nouveau. Athéna me étudie un instant. La plupart des gens auraient explosé, créé une scène. Vous avez calculé la réponse la plus efficace. Je souris faiblement. Je suis ingénieur. Nous résolvons méthodiquement les problèmes. Plus tard dans la soirée, alors que nous marchons le long du front de mer, elle glisse sa main dans la mienne. C'est naturel, non forcé. Il n'y a pas de grandes promesses, pas de déclaration désespérée, juste la compréhension silencieuse entre 2 personnes qui apprécient l'honnêteté et l'intégrité. Je ne cherche pas d'excitation ou de drame, je lui dis, juste la paix et quelque chose de réel. Elle hoche la tête. Cela me semble exactement. Au loin, les lumières de la ville brillent à travers l'eau. Je pense aux fondements, comment les plus forts sont souvent invisibles, comment ils soutiennent tout ce qui précède sans exiger l'attention ni l'éloge.
Je pense aux calculs minutieux qui vont à la construction de quelque chose qui dure et pour la première fois depuis des années, je me sens en avant plutôt qu'en arrière.